Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le bilan culturel du mois de février. Il est actuellement 12h17 et j'ai réservé une séance à 14h40. Je dois manger entre-temps, donc je pense que je ne ferai que les films et vous aurez les livres dans la seconde partie de cette même vidéo. Je commence donc avec un film que j'ai vu dans les premiers jours de février, qui n'était autre que L'Immensità, que j'ai vu en salle. C'est un film avec Penélope Cruz, une actrice que j'aime beaucoup, mais que j'avais envie de voir dans un autre film que les films de Pedro Almodóvar. Ici, on va suivre une femme dans les années 50-60, enfermée dans un quotidien de mère de famille, avec un homme très macho pour mari, et des enfants très différents les uns des autres. Il y en a un d'entre eux qui se pose la question de son identité de genre, donc c'est quelque chose qui traverse le film. Et il y a aussi toute la question de la place des femmes. Alors c'est un film qui est très beau dans les images, je trouve qu'il y a une très bonne bande son, mais par contre je trouve qu'il y avait beaucoup d'éléments qui étaient posés sans avoir de réelle profondeur. Et ça a été vraiment une lacune pour mon appréciation du film. Maintenant, c'est un film qui est très beau, qui a ses qualités visuelles notamment. Je pense à la lumière, aux paysages qui sont montrés. Tout ce qui est chef décorateur, je pense qu'ils ont fait un travail de malade et c'était très très bien fait. Maintenant, est-ce que c'est un film que je retiendrai? Je ne suis pas sûre. J'ai vu un film indépendant, il me semble, qui s'appelle Comme des reines. C'est un film qui va parler de prostitution et de proxénétisme chez les adolescentes. On va suivre une jeune fille qui se fait entraîner dans un réseau de prostitution sur Paris. Il me semble qu'elle est encore au collège et elle va se joindre à toute cette mafia de la prostitution dans Paris. C'est un film qui a gagné un prix, mais qui est clairement pas assez connu. Il était distribué par France TV pendant le mois de février. Je l'ai un peu regardé sans vraiment m'attendre à grand chose et j'ai trouvé ça brillant. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de réalités qui étaient évoquées. Ça a repris des arcs narratifs que j'avais déjà vu dans Jeune et Jolie, mais pas du tout avec les mêmes réalités parce que là on va suivre une adolescente qui se fait totalement entraîner sans qu'elle n'ait le pouvoir sur ce qu'elle fait, contrairement à ce qu'on voit dans le film de Ozon, et sans qu'il y ait de romantisation de la prostitution comme ça pouvait être reproché chez François Ozon. C'est un film qui est important, qui est nécessaire, je pense, pour montrer que c'est encore quelque chose qui est prégnant dans la société actuelle, la prostitution et la prostitution chez les adolescents et les adolescentes. Et que c'est aussi valable dans notre pays, malgré ce qu'on essaye de taire. Ensuite, deuxième film que j'ai vu au cinéma, il y a la critique sur ma chaîne. Il s'agit de Babylone. C'est un film dont on a entendu parler, dont on a réentendu parler. Je partais avec des attentes mitigées. C'est-à-dire que j'avais vu des avis très opposés les uns des autres. Le clan des personnes qui avaient adoré et le clan des personnes qui avaient détesté. Et moi, dans ces moments-là, c'est que je ne sais jamais dans lequel me placer, parce qu'à la fois, je trouve qu'il y avait des enjeux qui étaient extrêmement intéressants. Et on voit depuis le début de l'année plusieurs films qui sont sortis pour revenir sur le siècle du cinéma, l'âge d'or du cinéma. Babylone, qui est sorti en premier cette année. Il y a Fabelmans, qui est sorti cette année en février. Et il y a celui que je vais voir cet après-midi, qui n'est autre que Empire of Light. Dans Babylone, on va être plongé dans l'arrivée du parlant au cinéma. On va suivre une actrice qui est très très inspirée de Marilyn Monroe. Brad Pitt, je l'ai trouvé insipide. J'ai pas du tout aimé son personnage, j'ai trouvé qu'il jouait pas spécialement bien. Et les acteurs qui ont vraiment dénoté, c'était Margot Robbie et l'acteur principal qui était dans son premier rôle au cinéma. Je note la bande-son, les images parce qu'il y en a de très belles, mais encore une fois, le côté criard des couleurs et des caractère était un petit peu trop pour moi. Il faut prévenir les épileptiques avant de les emmener voir ce film et des films de ce type. C'est comme quand on voit des Gaspard Noé au cinéma, c'est juste pas possible de pas prévenir auparavant. Trop d'arcs narratifs, là encore, tout comme dans l'Immensità, sur d'autres aspects qui n'ont pas été assez explorés à mon goût.
Le long métrage est extrêmement long parce qu'il dure 3 heures, 3 heures et quart. Je trouve qu'il segmentait en 2 parties avec une première que j'ai adorée sur vraiment le lancement de l'âge d'or du cinéma, sur toutes les contraintes techniques qu'il faut réussir à surpasser, et la fin, des scènes où je ne comprends pas l'intérêt. J'ai regardé des analyses qui m'ont plus ou moins explicité certains aspects, certaines arrivées de personnages, mais on peut pas justifier ça aussi simplement dans un film qui essaye de donner beaucoup de matière. Et justement, c'est peut-être ça le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de matière visuelle et que le fond était pas là. Et c'est un peu le problème que j'ai avec les films de Damien Chazelle. Il a bon sur toute la ligne, et au dernier moment, je me dis, t'y étais presque. Et La La Land, j'avais aimé, mais j'étais pas transcendée comme ça a pu être le cas de beaucoup de personnes. Ensuite, j'ai vu donc Bullet Train, qui est là encore avec Brad Pitt, où on va être dans un film de science-fiction, alors que c'est pas du tout un genre que j'aime. On va suivre Brad Pitt, qui est dans un Tokyo avec beaucoup de nouvelles technologies, il est espion, et il doit réussir à choper une mallette dans un train. Ils sont tous coincés dans un train avec tous les passagers, plus ou moins des espions, des traîtres. Il y a toute une question des cultures ancestrales asiatiques, de la question de la filiation, de l'hérédité, de Brad Pitt qui doit réussir à accomplir sa mission sans se faire tuer, sans se faire berner par ses adversaires. C'est un film qui ne demande pas énormément de réflexion, mais j'ai été vraiment agréablement surprise parce que je suis pas une énorme fan de Brad Pitt. Et encore une fois, la science-fiction, c'est vraiment le genre vers lequel je vais pas me tourner. Mais alors je ne sais pas pourquoi j'ai regardé ce film et ça a été une bonne surprise. Alors je vous le conseille. Ensuite, ça c'est le brio du mois. Je suis allée au cinéma et j'ai vu Afterland. Hello, c'est la moi du montage, juste pour vous dire que je vais me tromper pendant tout le long de la revue, mais il s'agit bien d'After Sun et non pas d'Afterlands. Qu'est-ce que c'était beau. On va suivre un père et sa fille qui se retrouvent un été, alors que le père n'a pas la garde et ils partent en vacances tous les deux. On va suivre un paysage de vacances dans l'été, une alternance entre des plans de caméra, de caméscope, comme si c'était filmé par le père, comme des souvenirs de vacances, avec le point de vue de la caméra du film en lui-même. Je trouvais ça tellement beau, tellement poétique. Ça m'a prise aux tripes tellement c'était beau. Je n'ai eu que des bons retours autour de moi pour ce film. C'était un hommage à son père. Il y avait vraiment une fraîcheur dans ce film qui, à la fois dans un très grand élan de nostalgie, nous fait nous poser des questions sur notre rapport aux parents et sur les souvenirs qu'on se crée avec sa famille. Là encore, je note la lumière, je note la simplicité des dialogues et qui était parfaite. Et je note aussi la communication qui a été faite autour du film parce que là où d'habitude on a des prospectus, des livrets de présentation du film, ici il y a eu des sortes de fausses polaroïdes qui étaient distribuées dans tous les cinémas où le film était. Je trouve que c'est une manière différente de communiquer. Je trouve que ça résonne beaucoup avec la dimension de souvenir et forcément c'est le but, et de poésie qu'on retrouve dans le film. Je sais qu'il est encore à l'affiche à l'heure où je tourne cette vidéo. Si c'est le cas à côté de chez vous, je ne peux que vous enjoindre à aller le voir de suite. Et ensuite, 2 films que j'ai vus sur des plateformes. J'ai vu Peter Van Kant de François Ozon, qui était un film présenté au César. J'ai été agréablement surprise. Alors Ozon, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Il y a rarement de films de Ozon qui n'ont pas plu. J'en ai vu quand même pas mal de toute sa filmo, de tout son cinéma depuis le début des années 2000. J'avais beaucoup aimé Jeune et Jolie à l'époque où je l'avais vu, avec toutes les questions que ça pose évidemment. J'avais adoré Grâce à Dieu. Et Peter Van Kant n'a pas fait exception à la règle. En fait, on va suivre cette histoire de Peter Van Kant, qui était un artiste qui a fait trimer ses relations amoureuses et les proches qui étaient autour de lui. C'est quelqu'un qui est totalement instable psychologiquement et qui cherche tout le temps à se reconnaître dans sa relation. Et un jour, il va rencontrer un jeune homme qui est extrêmement beau. Il va tomber amoureux de lui et ils vont commencer une relation.
mais encore une fois, ça va être inégal, ça va être instable. Et on va suivre cette relation avec la dureté entre eux, tout ce côté très frivole qu'il y a aussi dans les relations que peut avoir le jeune homme, et dans la place de l'homosexualité entre les deux, sur la façon dont on théorise les relations, dont on les voit et dont on s'inscrit en elles, dans les relations amoureuses ou dans un côté plus libre. J'ai trouvé que c'était un film qui était extrêmement beau, malgré un propos qui n'était pas forcément ce que j'attendais au premier abord. Et en fait, je trouve qu'Ozon se renouvelle beaucoup sur divers thèmes, et j'ai hâte de voir le prochain. Et ensuite, j'ai vu d'autres films pour les Césars. Les Jeunes Amants, où il y avait notamment Fanny Ardant. C'est pas un film qui m'a marqué, même si je trouve le sujet très intéressant, parce qu'on va suivre une femme qui est plutôt âgée, qui a 70 ans, et qui va commencer une relation avec un vieil ami qui, lui, en a 30 ou 20 de moins qu'elle. Et c'est aussi toute la vision des autres quant à leur histoire d'amour et comment on doit faire avec la vieillesse à l'heure actuelle quand on est amoureux d'une personne qui vieillit et qui arrive en fin de vie. On note aussi la maladie dans ce film, et c'est aussi des questions qu'il faut poser, surtout sur la fin de vie, comme c'est questionné actuellement en société. Je termine avec le dernier film du mois, qui n'est autre qu'un film qui est évidemment beaucoup mis en avant depuis qu'il a gagné le César. Il s'agit de La Nuit du 12. À partir du moment où j'ai vu qu'il était disponible sur les plateformes de SVOD, je l'ai mis dans ma liste et j'ai été extrêmement heureuse de le regarder parce que j'étais certaine que c'était lui qui allait gagner le César. Dans ce film dont on a beaucoup entendu parler et qui est resté très longtemps à l'affiche, on va suivre l'actrice principale qui meurt dès le début. Elle s'est fait brûler vive alors qu'elle avait une vingtaine d'années. Donc c'est clairement un fou furieux qui l'a tuée. C'est tiré d'une réelle affaire qui a eu lieu. Et donc on va suivre toute la brigade qui va mener l'enquête pour retrouver le meurtrier, pour comprendre comment ça s'est passé, pour essayer de trouver des témoins, pour trouver des preuves. Il y a aussi toute la notion de femme légère. Il y a toute une question des coupables dans le sens où il y a beaucoup de pistes parce que c'était une fille qui avait beaucoup de relations en même temps. Et ça questionne aussi tout le fait de dire c'était pas la bonne victime. Et derrière, il y a tous les enquêteurs qui essayent de trouver pourquoi, comment, qui. C'est un film qui est dur, qui est haletant. Après, il avait sa place dans les Césars. Maintenant, gagner le César, je ne sais pas parce que c'est pas la réalisation qui m'a marqué. S'il avait gagné le prix du scénario, peut-être. Mais César en lui-même, je ne sais pas. Maintenant, c'est un film que je vous conseille, que je suis très heureuse d'avoir vu. C'est un film de qualité. On voit de plus en plus de films très engagés sur le devant de la scène actuellement et c'est quelque chose qui est bien. Maintenant, j'aimerais retrouver un petit peu plus de poésie et de candeur dans le cinéma français. Quoi qu'il en soit, j'espère que c'était à peu près clair pour les films. Je vais passer à la série avant de vous évoquer les livres. Au niveau de la série, je n'en ai regardé qu'une, Oh, I Met Your Father, donc qui est l'adaptation en version féminine, dirons-nous, de Oh, I Met Your Mother, qui est une série que j'ai regardée plus jeune et que j'avais adorée, avec tous les problèmes que ça pose actuellement quant à la place du sexisme. Barney, c'est clairement pas le personnage à suivre et à aimer, mais ici, on va suivre une femme qui s'appelle Sophie, qui raconte la façon dont elle a rencontré le père de ses enfants, tout comme c'est le cas dans Oh I Met Your Mother. On n'a pas besoin d'avoir regardé la première série pour regarder la seconde. Ça fait plaisir de voir cette actrice à l'écran alors que je l'avais regardée dans des productions Disney Channel. C'est pas une série pour se prendre la tête, c'est des épisodes de 20-25 minutes. J'adore parce que j'ai picoré la première saison. Et le lendemain, j'ai vu que la deuxième saison sortait. Si vous voulez ne pas vous prendre la tête et vous faire du bien, je trouve que c'est vraiment une série qui est agréable à regarder au-delà de la frivolité qu'on peut y trouver. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve tout de suite pour vous dans la partie livre. On se retrouve donc un petit peu plus tard pour que je vous présente les livres que j'ai lus pendant ce mois de février. J'ai commencé le mois en terminant K.O., dont je vous ai parlé le mois précédent, et j'ai ensuite enchaîné avec un livre que j'ai eu la possibilité de lire en livre audio grâce à NetGalley. Il s'agit de Sa préférée de Sarah Jolene Fardel. C'est l'histoire d'une jeune fille qui grandit dans un petit village dans les montagnes. Jeanne, donc la narratrice, doit faire avec une famille très violente
surtout son père, entre sa sœur et sa mère, qui doivent faire aussi avec cette réalité. La narratrice va tenter de s'échapper pendant tout le long du livre de cet enfermement, notamment grâce à ses études et à son métier, à l'avenir. Il y a aussi toute une notion de changement de classe, toute cette vision de l'école d'instituteur qu'elle intègre sans l'accord de son père. Ça laisse songer à une époque où les filles n'avaient pas les mêmes possibilités au niveau des études que maintenant. Le moment où ça va être très compliqué pour la narratrice, ça va être l'instant où sa sœur, 5 ans plus tard, va décéder, où elle va devoir réaffronter cette réalité à laquelle elle a échappé. C'est l'histoire d'une violence qu'elle supposait quand elle était plus jeune, qu'elle comprend d'autant plus en grandissant. Un roman violent, mais qui m'est pas resté en tête, étonnamment. Je pense qu'on peut retrouver beaucoup de choses qui sont communes avec Annie Ernaux, mais là, la plume m'a pas marqué plus amplement que ça. Ensuite, second livre que j'ai lu grâce à Ned Gallet, il s'agit de Le prix à payer, ce que le couple hétéro coûte aux femmes, de Lucille Quillet, qui est un essai qui vient tout juste de sortir, que j'ai pu écouter en livre audio. Tout comme ça a été le cas pour Tition Lecoq chez les éditions L'Iconoclaste, qui a théorisé la notion de couple et d'argent. Ici, Lucille Quillet va revenir sur les différences sociales et économiques, évidemment, qu'il y a au sein du couple, sur l'hétéronormativité, les acquis et les privilèges des hommes, sur la place que ça tient dans une relation amoureuse. J'ai hâte de lire l'essai de Titu Lecoq à ce sujet parce que je pense que mettre les deux en parallèle peut être extrêmement intéressant. J'ai pas grand chose de plus à en dire parce que l'essai est relativement court à mon sens, assez répétitif à certains instants, mais ça a le mérite de décrire des faits réels et d'en prendre d'autant plus conscience. C'est des choses que moi-même je savais, dont j'avais conscience et que je remets encore en question dans l'hétéronormativité, dans mes relations en règle générale. Mais c'est aussi quelque chose qui me rebute beaucoup dans la notion de couple. Ça pose vraiment ces questions-là et je pense que si vous êtes dans une relation amoureuse, c'est aussi des questions à vous poser et ça aide aussi à éclairer un petit peu les choses ici. J'ai voulu me remettre un petit peu à lire en anglais parce que je me suis rendu compte que j'avais perdu en niveau d'anglais. J'ai donc lu un tout petit ouvrage paru dans les éditions Penguin Classics qui sont vendues à 1,50 en France, 2 pounds en Angleterre il me semble. Et c'était un livre de Tolstoï qui est un recueil de 2 ou 3 nouvelles qui s'appelle How Much Land Does a Man Need? C'est 2 nouvelles qui évoquent les difficultés sociales, les difficultés humaines au sein de cette Russie qui est totalement austère où les hommes sont à se battre constamment les uns entre les autres, à essayer de garder tout ce qu'ils peuvent avoir. C'est aussi tout un questionnement des valeurs au sein de cette société. Ça donne une réalité aussi au niveau de la santé, de la famille, de la notion de bonheur dans cette Russie. C'est aussi toute une question qui est posée par le personnage principal de How Much Land Does a Man Need, donc qui est la nouvelle qui a donné le titre à l'ouvrage. C'est Pacom qui est en train de questionner tous ces éléments-ci dans la Russie. Toute la question de la fortune, de l'argent, toute la question des grandes fortunes. Il décide de s'échapper de cette ville dans laquelle il a grandi et dans laquelle il a vécu. Et il décide de partir de cette ville qu'il connaît depuis toujours pour échapper à ce quotidien qu'il connaît. Le recueil fait même pas 70 pages, ça m'a fait plaisir de relire du russe, ça me donne envie d'en lire davantage. Je vais sûrement me replonger dans du Dostoïevski bientôt parce que j'ai les carnets du sous-sol qui m'attendent chez mes parents. Et actuellement je suis dans un autre livre en anglais qui est beaucoup plus gros. J'avais eu peur antérieurement que Hamnet n'ait été la preuve que mon niveau n'était plus assez bon. Et ici, j'ai peut-être été détrompée et je le suis d'autant plus avec le roman que je lis et que je vous présenterai le mois prochain. Ensuite, j'ai lu un autre essai qui était La civilisation du poisson rouge dont je vous ai parlé dans un vlog sur ma chaîne. Je suis assez revenue sur ce livre dans ce vlog
mais l'auteur, Bruno Patino, va poser la question de l'Internet 2.0, du net 2.0, avec les réseaux sociaux, avec tout l'univers de Facebook, son arrivée, l'essor de Google et des GAFAM, tout ce qui impute à ces nouvelles technologies cet empire du web et à toutes ces données qui sont exploitées sans qu'on ne le sache. C'est un livre que j'ai lu en parallèle de mon mémoire parce que je me suis demandé si ça pouvait correspondre à ce que j'étudiais. C'est pas forcément le cas. Il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes, extrêmement pertinentes pour l'époque qu'il décrit. Je sais que l'auteur en a écrit un second qui est sorti l'année dernière, il me semble. Je pense que c'est quand même plus cohérent avec l'époque dans laquelle on est parce que Internet est un média, un support, un outil qu'on utilise depuis des années et qui évolue constamment. D'un an à l'autre, ça va changer. Ça peut sembler daté parce que le livre a dû paraître en 2010, il me semble. Forcément, il donne des choses qui étaient véritables à l'époque, mais qui désormais sont peut-être passées. Donc, encore une fois, c'est assez verbeux. Il y a des passages qui se répètent énormément, mais il y a aussi des points très pertinents dans ce qu'il raconte. De mon côté, je vous le conseille si vous le trouvez en boîte à livres, ou d'occasion très peu chère. Pour terminer ce mois, j'ai lu L'ami retrouvé de Fred Ullman. C'est un livre dont j'ai également parlé dans le même vlog, qui est une toute petite nouvelle, un tout petit roman qui ne fait même pas 150 pages et où on va suivre ces deux jeunes hommes. L'un est du côté de l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, ou du moins sa famille l'est, l'autre est juif. Donc ça pose cette question d'antisémitisme, de question de classe, de possession, de niveau de vie entre ces deux garçons. C'est un roman qui est extrêmement beau. C'est une narration à laquelle je ne suis pas nécessairement habituée. C'est une amitié incroyable qui est décrite. Tout le livre est une évocation du souvenir de cet homme et de ces hommes, l'un avec l'autre, de cette Allemagne qu'ils ont connue et dans laquelle ils ont vécu, dans cette ville qu'ils ont toujours appréhendée, et de cette découverte de l'amitié à un âge si prégnant qui est l'adolescence. C'est une relation qui est quasi amoureuse, tellement l'affect est fort entre les deux, et la fin m'a totalement secouée. J'ai refermé le livre et aussi court soit-il, il est prenant, il vous touche en plein cœur. Personnellement, j'avais vu le film il y a des années. Ça m'avait beaucoup marqué. Et le livre est à la hauteur de l'œuvre cinématographique. Donc vraiment, je ne peux que vous inciter à le lire et à le regarder. Dernier livre que j'ai eu l'occasion de lire pendant ce mois, et il s'agit d'un roman graphique qui n'est autre que La légèreté de Catherine Meurice. Ce roman graphique, j'ai pu le parcourir grâce à Nextory, qui est partenaire de cette vidéo. J'ai donc actuellement la possibilité de vous faire connaître la plateforme. Si vous ne la connaissez pas, il s'agit d'une plateforme de lecture. Vous avez à la fois des livres, vous avez des livres audio, vous avez des romans graphiques et vous avez des revues et des podcasts. Vous pouvez bénéficier, grâce au lien qui est en barre d'infos, de 45 jours offerts sur la plateforme, dont 15 heures d'écoute audio au lieu de 15 jours. C'est l'occasion pour vous de découvrir beaucoup d'œuvres, dont l'œuvre de Catherine Meurice que j'ai découvert ce mois-ci. Catherine Meurice va revenir sur l'après Charlie Hebdo, parce qu'elle était dessinatrice là-bas, au moment des attentats. C'est une époque qui nous a tous marqués, je crois. Ça posait aussi toute la question de la liberté de la presse. Elle va revenir sur l'inspiration, sur la difficulté d'affronter un deuil, sur la difficulté de revenir à des endroits où on a été, où on a vécu des drames. C'est un ouvrage qui est vraiment un hommage envers ses amis qu'elle a perdus, envers cette vie qu'elle a perdue. Et c'est toute une retraite spirituelle pour retrouver qui elle est, pour retrouver l'inspiration, pour retrouver l'humour auquel elle a pu affaire tous les jours, faire après la perte de tous ses amis qu'elle a perdus. C'est un roman graphique magnifique. Catherine Meurice, je voulais la lire depuis très longtemps, et en particulier cet ouvrage-ci. J'ai pas été déçue. C'est quelqu'un que je trouve vraiment très douce dans ses prises de parole et à la fois très engagée. Ça a été le premier roman graphique que j'ai lu d'elle, et derrière j'ai envie d'en lire beaucoup d'autres.
Je vous incite à la lire et je vous incite à découvrir ses dessins, à l'écouter parler, parce que c'est vraiment d'une excellence folle et ça m'a touchée. Ensuite, je vous parle du spectacle que j'ai vu pendant ce mois-ci, qui n'est autre que Coming Out de Mehdi Djadi, qui est un one-man show. L'humoriste va revenir sur ce changement de religion qu'il a opéré. Il va revenir sur toute la réalité du quartier dans lequel il a vécu, sur toute la notion de famille avec les préconçus qu'elle vous donne, avec toute la pensée qui est inhérente à une religion en particulier, toutes les différentes écoles qu'il y a à l'intérieur d'une religion. Ça va revenir aussi sur des faits qui sont encore d'actualité comme le djihad et qu'il a connu quand il était plus jeune. Dans les années 90 notamment, quand ça arrivait tout juste, il va avoir un retour sur ses conditions de classe et sur les conditions de classe qu'on a en fonction de la famille dans laquelle on vit, évidemment, des possibilités que ça offre d'être blanc, d'être arabe et d'être vu ainsi en société. Il va aussi parler des arts du spectacle en règle générale parce qu'il va revenir sur son parcours. Il a été en école du spectacle où il a dû notamment apprendre la danse contemporaine, où il a dû faire avec d'autres personnes qui n'étaient pas du tout de sa classe sociale et pour qui finalement c'était peut-être mélioratif que d'être musulman à l'époque où il a fait son école d'acting parce que ça vous donnait une différence. Et c'est peut-être la différence qui vous marque dans tout ce panel de comédiens. C'est assez drôle, c'est assez bien traité. Je n'ai pas ri à tout instant, mais c'est vrai que c'était assez drôle d'avoir une notion de la religion de cette manière, parce que c'est vraiment le sujet prégnant, c'est extrêmement sarcastique. Ça revient aussi sur les idées politiques qu'il a connues, sur le passage de président, sur le passage de la droite à une autre, sur les différences de religion théorisées avec les notions de politique derrière, par exemple le chrétien de gauche, le chrétien de droite, etc. Et ça fait aussi usage avec l'actualité parce qu'on va revenir sur des personnalités politiques notamment que l'on connaît actuellement, qu'on a vu passer aux dernières élections. C'est très très drôle, j'ai passé un très très bon moment et à mon avis, quand vous êtes quelqu'un qui est chrétien, qui est dans la religion, vous avez peut-être conscience d'autres choses que moi je ne savais pas. Il y a aussi des éléments que j'ai peut-être pas perçus parce que justement je suis athée. Mais je pense que ça peut vraiment parler à chacun. Je vous parle très très brièvement du podcast que j'ai écouté pendant ce mois-ci. Il s'agit du podcast de Léa et de Mathilde. Salut, ça va ? Léa, je l'ai suivie plus jeune sur les réseaux sociaux. C'est plus quelqu'un que je suis depuis qu'elle est beaucoup plus dans la maternité parce que c'est pas un sujet qui me parle personnellement. J'avoue que son podcast m'avait pas donné plus envie que ça parce que je pensais que comme Bliss, ça revenait sur la réalité de la maternité. Il n'en est rien. Il se trouve que en collaboration avec une amie, sa collaboratrice qui est psy, elles vont revenir sur les réalités de leurs invités, sur leur propre réalité, où elles vont évoquer notamment les questions de PMA, elles vont évoquer bien sûr la maternité entre autres, mais elles vont aussi parler des violences de classe, sur le haut potentiel intellectuel, sur la sexualité, la dépression et sur beaucoup de notions de psychologie, parfois théorisées au sein de leur quotidien. Et je trouve que c'est assez bien fait, c'est des moments que j'aime bien passer. Je pensais vraiment pas accrocher et finalement je trouve que c'est un podcast qui est très calme, qui est agréable à écouter malgré que ce ne soit pas toujours des sujets auxquels je sois amenée et sur lesquels je me penche. Très agréable à écouter, très très bonne surprise. Je vous le conseille également si vous voulez découvrir. C'en est tout pour ce mois-ci. J'espère que tous ces avis vous ont plu. Si c'est le cas, je vous laisse aimer, commenter, venir me parler sur Instagram, me suivre sur tout le reste de mes réseaux sociaux. N'oubliez pas que grâce au lien Nextory qui est en barre d'infos, vous bénéficiez de 45 jours offerts sur la plateforme ainsi que de 15 heures d'écoute. Je vous laisse en profiter et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!